Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Qu'il y ait de la propagande de guerre de la part des États qui sont entrés en guerre, quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on regrette bien évidemment, mais qu'on peut comprendre, mais que en fait la propagande de guerre soit parfois parfaitement fabriquée par des pays qui sont extérieurs pour manipuler l'opinion publique sur justement la guerre, c'est assez grave. C'est assez grave, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, le crime commis par le Hamas sur l'État d'Israël, est, je veux dire, suffisamment choquant en lui-même pour qu'on n'ait pas besoin d'en inventer des fake news pour radicaliser l'opinion publique et les positionner 100% du côté pro-israélien. Jusqu'à ce qu'on en oublie que l'ONU elle-même, quand elle se réunit, estime que ce qui est en train de se produire là, dans la bande de Gaza, et actuellement même en Cisjordanie, c'est le début d'un génocide. Il y a un début de génocide qui se déroule sous nos yeux dans une forme d'indifférence collective politique générale. Et même dans l'opinion publique, on a l'impression que ces choses-là se déroulent de façon normale. Ça ne veut pas dire que les Juifs n'ont pas tout à fait le droit d'avoir une terre sur laquelle ils sont en parfaite sécurité. Les Juifs pensaient avoir trouvé cette terre en Europe, et puis on a vu ce que la fin du 19e et le 20e siècle leur a malheureusement réservé. Et évidemment, le peuple juif mérite d'avoir une terre sur laquelle ils puissent pratiquer leur religion de façon tout à fait libre, sans aucune contrainte. C'est l'évidence même. On aimerait simplement que l'obtention de cette terre ne passe pas par un colonialisme évidemment forcené et évidemment par un génocide. Le problème, c'est que ce qui nous est revenu du 7 octobre vraisemblablement aurait été non seulement déformé, mais surtout inventé. Et là, il y a un problème. Et là, il y a un problème en fait de vouloir heurter l'opinion publique en parlant d'exactions qui n'auraient pas été commises. Comme si ce qui s'est passé le 7 octobre n'était pas suffisamment grave. Comme si ce massacre de civils en Israël n'était pas suffisamment grave. Mais vraisemblablement, la question des viols d'enfants, etc. aurait été complètement inventée. Et ça, c'est très grave. C'est très grave, en fait. Je veux dire, le corps des femmes, le corps des enfants, c'est pas un terrain de récupération politique, en fait. Et le magazine qui a été pris en flagrant délit de ça, c'est le New York Times. C'est à gauche qui partage cette vidéo. On va pas la regarder, parce qu'elle est insupportable. On va lire un article. Et je vais la mettre dans la description quand même. Et donc vous allez voir, dans cette vidéo-là, quand vous la regarderez après ma vidéo, je vous y encourage, ou simplement la vidéo je vais vous mettre celle-là, la vidéo d'à gauche, d'ailleurs ils font du bon travail, pas pourquoi je suis pas abonné d'ailleurs, pour que vous puissiez voir par vous-même. On va lire un article qui en parle. Un article qui dit « Le New York Times pris en flagrant délit de mensonge sur les viols du Hamas, silence dans la presse française ». Parce que c'est ce qu'on ressort à tout va. Vous voyez Aurore Berger qui dit « Si jamais les associations féministes n'ont pas assez dénoncé les viols qui apparemment n'ont pas existé, commis par le Hamas le 7 octobre, on va leur retirer des subventions ». C'était la menace. D'accord, c'était du coup la récupération politique d'un des pires massacres de civils du 21e siècle pour justifier qu'on allait retirer des subventions à des assos féministes. Finalement, ça n'a rien donné, heureusement. Des journalistes ont révélé que le récit d'une enquête du New York Times sur les allégations de viol attribuées au Hamas reposait uniquement sur des rumeurs recueillies par une réalisatrice israélienne dépourvue de toute expérience journalistique. Vous allez voir, il n'y a rien qui va et ça va de pire en pire dans l'article. Anna Schwartz, aucune expérience journalistique. Le prestigieux quotidien américain The New York Times se retrouve au cœur d'une controverse suite à la publication en décembre dernier d'un reportage mettant en cause le Hamas dans des allégations de violences sexuelles. Ce récit, qui a suscité une attention internationale, est désormais scruté et remis en question, notamment après des révélations faites par The Intercept, jetant une ombre sur la fiabilité des informations rapportées. L'article en question, intitulé Screams Without Words, donc ça veut dire les cris sans mots, How Hamas Weaponized Sexual Violence on October 7, c'est écrit là, comment le Hamas a utilisé la violence sexuelle le 7 octobre, co-signé par Jeffrey Gentleman, Anna Schwartz, et Adam Sella, se penchait sur des accusations graves de viol et autres violences sexuelles qu'aurait perpétré le Hamas contre des femmes lors de l'attaque du 7 octobre. La controverse a pris de l'ampleur après que The Intercept a fait état de doutes sur la méthode de collecte des témoignages et les sources utilisées pour étayer ces allégations. Anna Schwartz, une réalisatrice israélienne sans expérience journalistique préalable, qui a par ailleurs travaillé dans le service de renseignement de l'armée israélienne, a été particulièrement critiquée pour sa gestion de l'enquête. On rappellera que n'importe qui n'est pas journaliste parce qu'il déclare, d'accord, hein. Lorsque vous êtes journaliste, vous avez des chartes. Des chartes que vous êtes censé à minima signer et vraiment à minima suivre, au moins les suivre. Donc en fait, n'est pas journaliste qui se dit journaliste, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse en France pour être journaliste que quand on se dit journaliste, on peut faire exactement ce qu'on veut. Il y a des codes de déontologie à suivre. Assigné à cette tâche par The New York Times, en collaboration avec Adam Sella et le reporter chevronné Jeffrey Gentleman, Schwartz a admis lors d'une interview avec la chaîne 12 d'Israël avoir rencontré des difficultés à corroborer les allégations de violences sexuelles supposément commises par le Hamas.
Schwartz et son équipe auraient basé une partie de leur enquête sur des rumeurs et des témoignages de travailleurs de Zaka, une organisation de secours israélienne, ainsi que sur des officiels et soldats des forces de défense israéliennes, sans parvenir à trouver des preuves concrètes. Malgré cela, ces allégations ont été rapportées sans vérification dans le New York Times, soulevant des questions éthiques et déontologiques sur la rigueur du journal. La situation est d'autant plus complexe que des publications sur les réseaux sociaux d'Anat Schwartz ont attiré l'attention notamment sur un like controversé sur un post suggérant qu'Israël devrait transformer la bande de Gaza en un abattoir. Ce qui a poussé le New York Times à ouvrir une enquête interne. Là, vous voyez le problème, c'est que là, en fait, on pète un câble. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je veux bien qu'il y ait des personnes qui soient pro-israéliennes, pro-palestiniennes, il n'y a aucun problème. Je suis moi-même, évidemment, dans cette question-là, pro-palestinien. Mais de là, en fait, à négliger et à juste ne pas ressentir la moindre empathie pour les victimes du camp opposé, il y a un problème, on pète un câble, en fait. On est indigne, en fait, de l'humanité quand on est incapable de ressentir juste de l'empathie pour les victimes d'un camp ou de l'autre, quoi. C'est pas normal. Démenti par la famille, la crédibilité du récit a aussi été remise en cause par la famille d'une des victimes présumées, soulignant l'absence de preuves tangibles concernant les accusations de viol. L'enquête du New York Times repose principalement sur l'histoire du viol de Gal Abdouche, décrite comme la femme en robe noire. La véracité de l'histoire du New York Times a été contestée presque dès sa publication par la famille Abdouche elle-même, qui affirme qu'il n'y a aucune preuve que Gal Abdouche ait été violée et que le New York Times les a interrogés sous de faux prétextes. Fin décembre, le site web israélien YNET a publié une interview avec Eric Braca, la mère de Gal Abdouche. Dans l'interview, la mère a dit que la famille ne savait rien de l'affaire d'agression sexuelle avant la publication de l'article dans le Times. On les cite. « Nous ne savions rien du viol du tout. Nous n'avons su qu'après qu'un journaliste du New York Times nous a contactés. Ils ont dit qu'ils ont recoupé les preuves et ont conclu qu'elle avait été agressée sexuellement. » Fin de citation. Puis le 1er janvier, Nissim Abdouche, le beau-frère de Gal, est apparu dans une interview sur la chaîne israélienne 13. Au cours de l'interview de 14 minutes, Nissim a nié à plusieurs reprises que sa belle-sœur ait été violée. Il a expliqué que son frère Nagui l'avait appelé à 7 heures, disant que sa femme avait été tuée et qu'elle était à côté de son corps. Il a continué à communiquer jusqu'à 7h44 et n'a jamais mentionné quoi que ce soit de lié à une agression sexuelle. Nissim a également déclaré qu'aucune partie officielle ne les avait informés de ces doutes ou de cette enquête, ni la police, ni les experts médico-légaux. Dans l'interview, Abdouche a réitéré que la femme de son frère n'avait pas été violée et que les médias l'ont inventée. La sœur d'Abdouche, Miral Alter, a également déclaré dans un post Instagram qu'il n'existe aucune preuve d'un viol. Cette affaire soulève des interrogations cruciales sur la vérification des faits, la responsabilité des médias dans la couverture de conflits sensibles et l'impact de telles allégations sur les personnes impliquées. Tandis que le New York Times a annoncé ouvrir une enquête au sujet d'Anat Schwartz, la presse française, qui a pendant de longs mois repris et surfé sur la vague de ces fausses allégations pour diaboliser le Hamas et légitimer la violence israélienne, n'a toujours fait aucune mention des nouvelles révélations autour de l'enquête du New York Times. L'un des problèmes, c'est ce qui est en train d'être reproché au New York Times. Donc il y a beaucoup d'articles là-dessus, je vous laisserai faire vos recherches, c'est très facile à trouver. On est en train de leur reprocher de chercher ce que les Américains appellent une scapegoat, une sorte de victime expiatoire, quoi. Ils sont en train de chercher un bouc émissaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tout faire reposer sur cette pseudo-journaliste. Ils vont la sanctionner, parce que là, actuellement, il est question effectivement de la sanctionner assez lourdement, puis ils vont s'en laver les mains. Ils vont s'en laver les mains, mais là, il y a un problème de démarche journalistique. Et il y a un problème, du coup, de volonté d'influencer l'opinion publique pour nous faire accepter que les exactions qu'on voit actuellement dans la bande de Gaza, que le massacre qui se déroule sous nos yeux, est un massacre, on va dire, proportionné à ce que l'État d'Israël a subi. Quand bien même, de toute façon, ces attaques aient eu lieu exactement comme cette pseudo-journaliste l'a déclaré, ça ne justifie pas une volonté génocidaire d'un État sur un autre. Mais là, le problème, c'est qu'il semblerait que ce soit de la pure propagande et une invention totale. Et là, moi, ça me gêne. Et ça me gêne d'autant plus que vous savez qu'on est accusé de soutenir l'islamisme parce qu'on se met du côté de l'État qui est colonisé depuis 60 ans, enfin depuis 80 ans maintenant, depuis sa création, d'un État qui subit évidemment un rapport de force complètement déséquilibré dans lesquels à chaque fois qu'il y a eu un conflit a vu le nombre de morts du côté du coup gazaoui multiplié par 10 et encore ne sont jamais tenus compte dans ces décomptes absolument macabres le nombre de gazaouis qui sont morts de la dénutrition, qui sont morts d'épidémies, etc. On nous essaye de nous faire avaler la pilule qu'il faudrait, pour ne pas soutenir l'islamisme, défendre toutes les méthodes d'action de l'État d'Israël sous prétexte qu'il se serait passé ce qu'on nous décrit qui s'est passé le 7 octobre, et en réalité, ce serait de la pure propagande. Comment est-ce qu'on ose, en fait, récupérer à des fins politiques le corps des femmes et d'enfants qui ont été massacrés ce jour-là? C'est un scandale, et c'est un truc qui doit plus se savoir. Et je voulais vous en parler parce que, très sincèrement, récupérer à des fins politiques des infanticides, des féminicides, des viols, des faits de pédocriminalité qui n'auraient pas existé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Prenez soin de vous, désolé pour cette petite colère du matin, et je vous dis à très vite. Salut.